Alors si, je voulais quand même placer une citation que j'ai trouvée formidable de Anja Lutti, qui est professeure de gestion à la TH Brandenburg et qui dit: Les femmes jeunes sont peut-être plus rapides, mais les femmes de 47 ans et plus connaissent les raccourcis. Bienvenue sur le podcast PLAF pour l'épisode 90. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury et je suis retraitée. Le sujet de PLAF, c'est la paire infernale, la double peine du sexisme et de l'agisme qui s'exerce dans le monde du travail. Je donne la parole à des combattantes de la tranche d'âge 45-65 ans, ainsi qu'à des femmes qui les accompagnent et les défendent. En février 2022, j'avais enregistré avec mon ami Dominique Acker un épisode de comparaison de l'emploi en Suède et en France. Dominique avait occupé le poste de conseillère sociale auprès de l'ambassadeur de France à Stockholm. Et elle avait expliqué comment et pourquoi la Suède est championne en Europe du taux d'emploi des femmes et du taux d'emploi des seniors. Alors depuis, je cherchais à comparer l'Allemagne et la France cette fois-ci. La Suède est championne, mais l'Allemagne est deuxième. Et la France, bien qu'ayant progressé dans les dernières années, se situe encore dans le peloton de queue sur l'emploi des seniors, derrière la moyenne européenne. Alors je remercie infiniment Madame Anne Salle, maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université et chercheuse associée à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et comme vous allez l'entendre, elle balaie beaucoup de nos idées reçues de ce côté-ci du Rhin. Bonjour Madame Salle. Un premier constat très important. Avec la réforme des retraites, on a pris l'habitude de focaliser notre attention sur le taux d'emploi des plus âgés. Il faut dire qu'en France, c'est particulièrement préoccupant. Alors, on va commencer par ce chiffre-là. Le taux d'emploi des hommes et des femmes âgés de 55-64 ans est de 75% en Allemagne et de 58% en France. Cet écart mérite d'être le chiffre plaf de cet épisode. 17 points d'écart. Mais en réalité, c'est le taux d'emploi global et particulièrement le taux d'emploi des femmes, de toutes les femmes, quel que soit leur âge, qui doit être pris en compte. Effectivement, le taux d'emploi est nettement plus élevé chez les femmes en Allemagne qu'en France et surtout, il a considérablement augmenté. Et si on doit comparer la France et l'Allemagne, les écarts les plus significatifs se trouvent aux deux extrêmes, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés. C'est là qu'on a les écarts les plus marqués. Alors, si on prend les jeunes, l'explication est très simple, c'est lié au système de scolarité, puisqu'en France, on essaie d'amener le plus grand nombre au baccalauréat. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, où environ la moitié d'une génération a le baccalauréat, et donc environ 50% n'ont pas le baccalauréat, un niveau de fin de troisième, un niveau de fin de seconde, ce qui fait que le taux d'emploi est beaucoup plus élevé chez les jeunes en Allemagne qu'en France. Ça vaut pour les femmes et ça vaut pour les hommes. Si on prend les 15-24 ans, on a environ 50% qui travaillent en Allemagne, on est à 35% en France comme dans l'Union européenne. Ensuite, si on prend l'autre extrême, les seniors, on a également une différence qui est tout à fait significative entre la France et l'Allemagne une fois de plus, et qui a énormément augmenté, c'est-à-dire que l'écart était moins significatif. On avait finalement un niveau d'emploi qui était relativement comparable dans les deux pays il y a 20 ou 30 ans, et là, l'écart s'est véritablement creusé. On se rend compte que cela concerne surtout les femmes de 60 à 64 ans. Et là, la réponse, vous l'avez évidemment avec la réforme des retraites. Nous avons une réforme des retraites qui a été adoptée sous Gerhard Schröder au début des années 2000 et qui porte l'âge de la retraite à 67 ans. Ce sera effectif à partir de 2031, mais on est déjà sur un relèvement progressif, ce qui fait que
l'âge légal de départ à la retraite actuellement en Allemagne, c'est plus de 66 ans. Donc, c'est quand même un écart véritablement très important entre les deux pays. Et la conséquence, c'est que on est actuellement en Allemagne sur un âge moyen de départ à la retraite de 64,4 ans. Donc je répète, 64,4 mois en Allemagne, qui est l'âge effectif de départ, et en France, il est de 62,8 mois. Bon, je peux pas m'en empêcher, mais je rappelle que les femmes françaises partent 7 mois plus tard à la retraite que les hommes. C'est un peu moins connu que l'écart des pensions, mais c'est quand même bon à savoir. Et quand ces seniors travaillent, est-ce qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel? Alors, il y a beaucoup de temps partiel des seniors. D'une manière générale, effectivement, c'est un choix qui est beaucoup fait et qu'on va trouver davantage en Allemagne qu'en France parce qu'il existe en Allemagne un droit à une activité à temps partiel dans toute entreprise qui compte plus de 15 salariés. On n'a rien de tel en France. En France, cela ne concerne que les fonctionnaires. Ce qui fait qu'effectivement, pour les seniors, c'est une véritable opportunité. Alors, en plus de ce droit à temps partiel, une autre spécificité qui pousse aussi au temps partiel, c'est ce qu'on appelle les mini-jobs. Les mini-jobs, ce sont des jobs qui sont rémunérés actuellement à 556 € maximum et qui sont totalement défiscalisés. Vous ne payez pas d'impôts. Donc, c'est évidemment très intéressant pour les salariés. Pour les employeurs, ils paient un montant forfaitaire de 25%, ce qui veut dire que c'est également avantageux pour les employeurs. Et c'est un modèle dans lequel les femmes se sont engouffrées, mais les seniors aussi. Et en réalité, c'est bien souvent ce modèle du mini-job parce qu'il présente donc l'avantage de pouvoir être cumulé avec une retraite. On ne va pas payer davantage d'impôts. Donc c'est très avantageux. Ça permet de mettre le pied à l'étrier, de garder quand même une activité en parallèle qui est généralement à temps partiel. Donc c'est quelques heures par semaine. Et au final, beaucoup disent d'ailleurs que c'est bien, en fait, qu'ils ont envie de garder quand même une activité, de pas se retrouver complètement sans activité. Et donc c'est un modèle qui remporte un vrai succès en Allemagne. 19% des personnes âgées de 65 à 69 ans en Allemagne avaient encore une activité professionnelle en 2022. Voilà, c'est vraiment une différence aussi culturelle dans la relation au travail. Cette différence culturelle par rapport au travail était aussi apparue en Suède. Alors le succès des mini-jobs auprès des femmes s'explique sûrement aussi par la nécessité de compléter une pension insuffisante. Est-ce que les retraites des femmes sont inférieures à celles des hommes? Alors oui, oui, il y a des écarts dans les niveaux de retraite qui sont quand même significatifs. Je vais vous redonner les chiffres. Donc, si on prend les retraites moyennes, actuellement, chez un homme, c'est 1 309 € par mois et une femme, 888 € par mois en 2023. Alors ça, c'est le niveau moyen de retraite, quelle que soit la durée de cotisation. On se doute bien qu'une retraite après un grand nombre d'années de cotisation, ça ne sera pas la même chose. Donc, on a des chiffres pour des personnes qui ont cotisé au moins 35 ans. Donc là, on se rapproche quand même de carrière complète. Et là, on est à 1 809 chez les hommes et on est à 1 394 chez les femmes. Donc ça vous donne une idée. Donc effectivement, on est sur un écart qui est important, qui est plus important que dans beaucoup d'autres pays d'Europe et qui explique effectivement qu'en particulier pour les femmes, cette question puisse se poser, mais les statistiques nous donnent exactement le contraire. Ce sont plus les hommes retraités qui travaillent que les femmes. Et chez les 60-64 ans, le taux d'emploi est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on observe. Un petit point quand même en complément qui me semble vraiment intéressant. On a en revanche très très peu d'écart de retraite en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, on est vraiment à un niveau quasi identique chez les hommes et chez les femmes. On a, oui, moins de 200 € d'écart. Bon, on sait très bien pourquoi. La RDA a poussé les femmes à travailler à temps plein. Il y avait très peu de temps partiel. On est sur des carrières longues, donc en général, on démarrait à 15 ans et on finissait à 60, donc on était sur 45 années d'activité. En Allemagne de l'Ouest, on est beaucoup plus sur des parcours professionnels en pointillés, des interruptions de carrière, et il y a eu beaucoup, beaucoup de temps partiel. À l'heure actuelle, les femmes actives qui ont des enfants mineurs, donc de moins de 18 ans, les 3/4 d'entre elles travaillent à temps partiel à l'Ouest. Le modèle vraiment de la conciliation travail-famille en Allemagne, c'est le temps partiel.
Alors, les femmes qui travaillent à temps partiel en Allemagne, bon, c'est tout à fait la représentation un peu cliché qu'on en a en France. Est-ce que vous diriez que ça évolue? Alors ça a quand même énormément changé. On est sur des politiques familiales qui sont devenues beaucoup, beaucoup plus attractives. Donc effectivement, à l'heure actuelle, on s'est inspiré du modèle suédois. Donc ce qui a été mis en place en 2007, c'est un congé parental sur le modèle suédois. Donc effectivement, la première année est une année de congé parental. Il n'y a pas d'obligation de la prendre, mais la quasi-totalité des mères la prennent parce que c'est très attractif. En réalité, vous allez toucher les 2 tiers de votre salaire pendant un an. Alors, c'est quand même plafonné. Ça va de 300 à 1800 euros, ce qui veut dire qu'une personne qui n'avait pas de salaire a quand même droit à 300 euros par mois. Mais une personne qui gagnait très bien sa vie pourra pas aller au-delà de 1800. Mais 1800, c'est considérable. En France, on est à un peu plus de 400 euros. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire que la plupart des femmes le prennent parce qu'effectivement, il y a quand même un attrait financier très important. Et c'est assez souple, c'est-à-dire qu'on peut le prendre sur 2 années à taux réduit. La plupart des femmes privilégient plutôt une année. Et on a prévu des mois pour le père, exactement comme en Suède, pour les inciter à le prendre. Donc, quand on est sur le modèle d'un an, c'est 12 mois pour l'un, 2 mois pour l'autre qui sont obligatoires, c'est-à-dire que s'il ne les prend pas, ils sont perdus. Dans la mesure où on a quand même les 2 tiers du salaire, c'est attractif, même pour des pères. Il est évident qu'en France, on a très très peu de pères qui vont être tentés de prendre un congé parental rémunéré 400 euros par mois. Mais quand on touche les 2 tiers de son salaire, là, on peut quand même effectivement se poser la question. Et le fait est que la moitié des pères à l'heure actuelle le prennent en Allemagne, ce qui est considérable. C'est souvent eux qui prennent le dernier mois qui consiste justement à faire l'adaptation en crèche, ce qui permet à la mère de reprendre le travail pendant le même temps. Et c'est le papa qui gère en fait toute cette période-là. Donc c'est vraiment un système qui incite au contraire les femmes à travailler davantage. L'autre aspect étant que puisque c'est un pourcentage du salaire, elles sont également incitées à avoir travaillé avant de tomber enceinte et à avoir maximisé évidemment leur salaire, ce qui veut dire avoir travaillé à temps plein pour essayer d'avoir le plus gros salaire possible pour toucher l'allocation la plus élevée possible. Au bout d'une année, elles ont un droit opposable à une place en crèche, à une place d'accueil. Alors, ça peut ne pas être une crèche, ça peut être une assistante maternelle. C'est bien souvent une crèche, c'est beaucoup plus des crèches que des assistantes maternelles. On n'a pas ça en France. En Allemagne, toutes les familles ont un droit opposable d'accueil pour leurs enfants de 1 à 5 ans. Et elles peuvent véritablement porter plainte si elles ne l'obtiennent pas. Alors maintenant, ce qui va quand même expliquer aussi le temps partiel, c'est que les crèches en Allemagne tendent à fermer à l'ouest surtout au plus tard à 4 heures. Il y a quelques exceptions. À Hambourg, ça peut aller jusqu'à 18 heures. En Allemagne de l'Est, c'est plutôt 17 heures. Mais en Allemagne de l'Ouest, à 4 heures, c'est fini. Et là, ça peut être compliqué. Et effectivement, les femmes vont beaucoup plus, en raison notamment de ces horaires d'accueil, partir sur un temps partiel. Ce problème est renforcé par l'école primaire. En Allemagne de l'Ouest, dans la plupart des écoles primaires, les enfants sont accueillis le matin. Donc, il faut quelqu'un qui aille chercher les enfants à midi, qui les prenne en charge l'après-midi. Ça aussi, c'est en passe d'évoluer. À partir de 2026, il y aura également un droit à une place d'accueil en journée dans les écoles primaires. Ce sera progressif. 2026 CP, 2027 le CE1, etc. Au plus tard en 2029, tout le monde l'aura. Donc cette césure qu'on a à la fin de la crèche ou du jardin d'enfants et à l'entrée à l'école primaire, elle va sauter. Mais ça, c'est actuellement encore un problème en Allemagne. Ça explique encore effectivement qu'on n'ait pas les mêmes parcours professionnels des hommes et des femmes, mais cela pourrait évoluer parce que c'est déjà en train d'évoluer. Le temps partiel des femmes a énormément augmenté ces dernières années parce que justement, il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à accueillir au-delà de midi. Et le résultat, c'est qu'on est passé d'un temps moyen du temps partiel en Allemagne qui était à 18 heures par semaine à actuellement plus de 22 heures. Et 4 heures, c'est beaucoup. Donc là, on voit vraiment que les lignes bougent en Allemagne. Oh, les lignes bougent parce que la question démographique devient tout à fait préoccupante. Comme vous le savez, on est quand même sur un niveau de fécondité bas en Allemagne. La question se pose de maintenir tout simplement l'offre de travail. À l'heure actuelle, cela fait déjà plusieurs années que le nombre d'actifs n'augmente en Allemagne plus qu'en raison de l'immigration. Et ça va s'accentuer. On est actuellement sur un excédent des décès sur les naissances pour la 3e année consécutive de plus de 300 000. Il y a un stade où l'immigration ne suffira pas. Et donc, la question d'activer les ressources internes est évidemment une question posée, une question de premier plan.
et beaucoup estiment qu'il faut miser en particulier sur les femmes parce que là, il y a de la marge de manœuvre. Merci de nous avoir expliqué que les réflexions sur le temps de travail des femmes ont beaucoup avancé. Est-ce qu'il en est de même pour les travailleurs les plus âgés? Bon, alors ici, l'idée qui est plutôt répandue, c'est que les employeurs allemands ont à cœur de conserver leurs collaborateurs expérimentés plutôt que s'en séparer prématurément, comme en France. Est-ce qu'il existe ou non les mêmes clichés agistes? Alors oui, on reste vraiment sur un problème effectivement de discrimination à l'âge. Ah, ça reste véritablement quelque chose qu'on a constaté en Allemagne aussi. Moi, je travaillais plutôt sur les femmes d'une manière générale et sur les discriminations à l'embauche, c'est une question que j'avais posée de femmes en âge d'avoir des enfants. Et la personne que j'avais en face de moi, qui était responsable des ressources humaines, me disait que dans son entreprise, non, c'était vraiment pas du tout vis-à-vis des femmes en âge d'avoir des enfants, mais c'était à l'âge. Et des études indiquent que ce serait la première forme de discrimination. Il y a cette fameuse campagne qui a été menée, hein, nous avions échangé là-dessus, donc il y a 1 an, donc d'un site internet, d'un magazine en ligne, hein, qui s'appelle Flux et qui a soulevé cette question dont on parle en fait relativement peu. Ah bah, j'avais adoré cette campagne Flux. Elle présentait 12 femmes âgées de 47 à 64 ans, très souriantes, avec des physiques différenciées et mettant en valeur toute la palette des métiers qu'elles pouvaient exercer. Au même moment, en France, l'APEC lançait une campagne qu'elle disait choc, qui s'appelait «Les seniors sont-ils périmés?» et elle dénonçait les clichés sur les seniors, hommes et femmes. Mais ça a amené justement les médias à se pencher sur la question, les politiques aussi, et à rappeler qu'effectivement, il y avait des problèmes de ce côté-là, qui se traduisent par exemple par une forme de discrimination des femmes, les femmes seniors sur les formations continues. On leur en propose moins parce qu'on considère que ça vaut pas le coup puisqu'elles partiront bientôt à la retraite. Alors, je continue sur le sujet des retraites. Le corps, en novembre 2024, a comparé le poids des dépenses de retraite en pourcentage du PIB, du produit intérieur brut, dans les deux pays. 10,9% en Allemagne et 13,8% en France. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce plus faible poids des retraites par rapport à la richesse nationale se traduit par un taux de pauvreté plus élevé des retraités. Oui, 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 oui. Les plus de 65 ans ont un taux de pauvreté de 19,6% en Allemagne, comparé à une moyenne de 15,5%. Donc, c'est quand même 4 points de plus. C'est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. On est à 21,6% chez les femmes, donc c'est quand même significatif. La raison est effectivement, comme je le disais, le problème du temps partiel. C'est évidemment aussi lié à la réforme des retraites, du divorce. Il y a eu en 2008 une réforme du divorce qui justement incitait les femmes à se remettre au travail, à ne pas dépendre uniquement du mari. Il a été décidé que en cas de divorce, les hommes ne devaient à leur épouse, en tout cas celui qui a le plus gros salaire, mais c'est généralement l'homme, ne devait un complément à sa femme que jusque, en principe, au 3e anniversaire de l'enfant. Alors, plus la pension pour les enfants, bien évidemment. Mais l'objectif, c'était de permettre aux femmes qui souhaitaient vraiment élever elles-mêmes leurs enfants qu'elles puissent le faire. Donc, elles avaient un complément de revenus, entre guillemets, de leur ex-mari, au moins jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. La plupart des juges vont en réalité jusqu'au 8e anniversaire de l'enfant. Mais en principe, à 8 ans, il n'y a plus de pension que pour l'enfant et plus pour la femme. Et des femmes se sont retrouvées après 20, 30 ans d'inactivité à devoir retrouver un job, alors qu'évidemment, en raison de la baisse de qualification due à cette interruption d'activité très longue, voire dans certains cas jamais d'activité, ne pouvaient prétendre qu'à des jobs très faiblement rémunérés, voire pas d'emploi du tout. Donc on s'est retrouvés dans des situations difficiles. Une étude a été menée en 2018 pour voir si les femmes en avaient tenu compte et avaient donc davantage renforcé leur activité professionnelle. La réponse qui en est ressortie, donc de cette étude 10 ans après la réforme, c'est que non, les femmes n'ont absolument pas pris en compte cette réforme et se retrouvent vraiment en difficulté en cas de divorce. Donc ça contribue bien évidemment à la précarisation des femmes seniors. Ça, plus effectivement, d'une manière générale,
le système, comme je disais, du travail à temps partiel, des mini-jobs et également du système fiscal allemand. Puisqu'en Allemagne, on a un quotient conjugal. Le quotient conjugal veut que donc un couple marié bénéficie d'avantages fiscaux s'il y a des gros écarts de salaire. Et en fait, le système est le suivant. Il amène en fait dans les couples mariés la personne qui a le salaire le plus faible à payer proportionnellement plus d'impôts et celui qui a le plus gros salaire à en payer proportionnellement moins. On peut se douter que cela induit un rapport de force au sein du couple et que cela diminue évidemment l'incitation pour les femmes à chercher à travailler plus, à allonger leur temps de travail, etc. Ce système fiscal me semble à peu près identique à celui que nous avons en France. La Fondation des femmes fait toujours des rapports qui sont très, très intéressants et il y en a un qui s'appelle «La dépendance économique des femmes, une affaire d'État», avec une point d'interrogation. Et dans ce rapport, la Fondation confirme que la conjugalisation de l'impôt surtaxe les revenus des femmes et permet aux hommes, notamment les plus riches, de s'enrichir. Et puis, à noter que le manque à gagner pour l'État en France de cette conjugalisation est estimé au bas mot à 11 milliards d'euros et que la majorité des pays de l'Union européenne, apparemment, sauf l'Allemagne, appliquent une imposition séparée. Est-ce que les mouvements féministes sont puissants en Allemagne? Alors en Allemagne, on a des mouvements féministes qui ont été extrêmement puissants, notamment dans les années 60, qui ont vraiment réuni des millions de femmes et qui ont d'ailleurs vraiment fait bouger les lignes, hein, puisqu'on a eu une réforme très importante en 1976 qui a permis aux femmes de pouvoir enfin se passer de l'autorisation des hommes pour pouvoir exercer un emploi, qui a supprimé le divorce pour faute, qui a supprimé la responsabilité unilatérale des femmes pour le foyer. Donc on a eu des avancées spectaculaires dans les années 70. En revanche, pas sur un point important qui est l'IVG. L'IVG, c'est le droit de l'enfant qui l'emporte sur le droit de la femme et c'est encore le cas aujourd'hui et ça continue de susciter véritablement des mouvements, des manifestations, etc. Là, c'est vraiment un domaine où il y a une grosse différence entre la France et l'Allemagne. Mais en revanche, effectivement, pour ce qui est des droits, là, je pense qu'ils ont véritablement beaucoup, beaucoup avancé. Ce qui continue de rester effectivement une différence importante, vous l'aviez parlé, c'est quand même des différences culturelles, puisqu'il y a quand même cette notion que la mère joue un rôle particulier auprès de l'enfant. Et ce n'est pas pour rien que le temps partiel se retrouve chez les femmes et pas chez les hommes. Il a augmenté chez les hommes, hein, de manière très significative. On est à environ 11% des hommes actifs qui sont à temps partiel, c'est quand même pas négligeable du tout, et c'est pratiquement 10 fois plus qu'au début des années 90. Et en France, on est à peu près à 7% et on était également entre 1 et 2% au début des années 90. Et en France, c'est plus du temps partiel subi. En Allemagne, c'est du temps partiel choisi. En France, c'est la double charge. C'est-à-dire qu'effectivement, on attend des femmes qu'elles fassent du temps plein et qu'elles soient en charge des enfants. Voilà, double charge. Bon, c'est la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a une observation que vous voudriez faire qui vous tient à cœur? Que de mon point de vue, la question de l'emploi des femmes est en train de passer à la trappe d'une manière générale. Si on prend le sommet de Lisbonne en 2000, il avait fixé des objectifs de taux d'emploi féminin. Donc, il recommandait un taux d'emploi de 60% des femmes en Europe. Et il recommandait d'ailleurs aussi un taux de prise en charge des enfants de moins de 3 ans et en âge d'aller au jardin d'enfants ou à l'école maternelle, qui devait être atteint d'ici 2010. Et en 2010, donc la stratégie qui s'appelle donc Union européenne 2020, qui a pris la suite, ne mentionne plus aucun taux d'emploi féminin. On ne parle plus d'ailleurs de recommandations en termes de prise en charge des enfants. Il n'en est plus question. Et ça va de pair avec l'absence de dispositifs ciblés sur des femmes d'une manière générale, hein, encore moins ciblés sur les femmes seniors. Car on a eu la crise économique de 2008-2009 qui a finalement fait passer au second plan certaines problématiques sociales ou sociétales au profit des problématiques économiques. Ah voilà, un épisode un peu plus long que d'habitude, mais j'ai rien voulu couper. Le poids culturel des perceptions du travail d'un côté.
de la répartition des responsabilités parentales de l'autre évoluera-t-il dans les deux pays sous la pression du choc démographique, baisse des naissances et charge des générations qui ne sont plus en âge de travailler? Je publie 2 épisodes par mois, les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Si vous voulez être informé de chacune des publications, vous pouvez vous abonner directement sur le site de plafpodcast.fr. Vous recevrez un petit mail qui vous informera du nom de l'invité et du thème de l'épisode. Prochain rendez-vous le 10 avril. À très bientôt.